Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. En fait, la numérologie ne va pas du tout dire si on est avec ou pas la bonne personne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire il y a incompatibilité non, là? Pas du tout. Non. C'est justement, je vais mieux me comprendre et je vais mieux comprendre l'autre parce que ça m'a déjà tellement éclairé. Ah, mais je comprends. Et là, l'idée, c'est qu'on va vraiment expliquer. Bonjour, bienvenue. Voici cette rencontre que nous vous proposons avec mon invitée installée sur les canapés. Elle s'appelle Marianne Cousin. Bonjour Marianne. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci d'être là. Et je voudrais donner 4 informations sur Marianne. Scorpion ascendant Taureau, Énéagramme 4, ouais. Numérologie 33 de 6, 9 en design, en human design. En human design. Non. Je suis générateur. Générateur. Ah oui, générateur en human design. Et alors, j'ai pas ligne 3 et 5, c'est quoi? Alors, ça, c'est les profils. En fait, la ligne 3, c'est celui qui expérimente. Okay. Donc, en fait, c'est des... Et la ligne 5, c'est le sauveur. Et donc, on a tous 2 lignes qui peuvent nous aider, effectivement. Donc, vous avez le syndrome du sauveur? Voilà. Enfin, je l'ai travaillé. Mais je comprends. Parce que tous ces c'est outils ça. sont venus... je les ai découverts tard. Et ils ont mis des mots sur toute ma vie, quoi. Sur votre parcours de vie. Alors, on va regarder le titre qu'on a choisi également, parce que c'est vrai que ce titre-là, il est quand même assez éloquent. Ces drames qui mènent à de belles transformations. Quand on le lit comme ça, et avec le recul, évidemment, on peut écrire ça, on peut comprendre ça, et on peut dire ça. Quand les drames sont là, quand les difficultés sont là, quand les injonctions sont là, c'est pas toujours simple à dire cette phrase, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Et encore, je vois justement que, comme je suis Énéagramme profil 4, eh bien le 4, il a besoin de se sentir vivant. Et le Scorpion, il peut vraiment vivre des drames. Et le Phénix, qui renaît de ses cendres. Et ça, j'avoue, même moi, je me voyais être forte. C'est pas facile, mais forte quand même. Et en fait, c'est venu éclairer quand même pourquoi j'étais forte. Assez naturellement. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, capacité de rebond. Ces drames, en tout cas, ces expériences de vie que vous avez vécues font la femme que vous êtes aujourd'hui, l'accompagnatrice de vie que vous êtes aujourd'hui, la thérapeute. Voilà. Oui, vous vous considérez comme thérapeute? Oui. Donc j'ai plusieurs outils à mon arc. J'ai commencé par la sophrologie, la mémoire cellulaire. En fait, tous les outils qui m'ont aidé. Praticien en relation d'aide. Pour moi, c'est important d'avoir tout cet aspect psychologique qu'on n'a pas en sophrologie ou en mémoire cellulaire. Donc là, la relation d'aide avec Carl Rogers, donc c'est vraiment la psychologie, mais on ne peut pas dire psychologue parce que c'est dans un institut privé, mais avec tous les outils de thérapie comportementale et cognitive. C'est-à-dire, c'est bien de comprendre. Et une fois que j'ai compris mon parcours ou ce que j'ai vécu, ou j'ai fait des liens, comment est-ce que je vais bien, en fait, après? Et donc, tous ces petits outils, laisser passer les pensées, amorcer les changements, travailler avec l'inconscient, quoi. Vous savez qu'il y a un point commun, il y a beaucoup de gens, beaucoup de thérapeutes qui s'installent sur ces canapés et qui ont le même parcours de vie, j'allais dire, premier parcours de vie, première partie de vie, RH. Oui. Le nombre de personnes qui ont travaillé dans les ressources humaines ou les relations, c'est incroyable, et qui sont devenues ensuite thérapeutes. Comme quoi, il y avait déjà un terreau. Oui. Ah bah oui, c'est évident. Petite, j'étais... c'est vrai que j'avais on me disait toujours que mon sourire était... qu'il y avait quelque chose avec mon sourire. Et ma mère, entre autres de ses activités, allait visiter dans les maisons de retraite, faisait ses petites visites hebdomadaires. Et elle aimait bien m'emmener parce que j'étais un petit peu le petit rayon de soleil. Et j'étais hyper heureuse d'aller voir tous ses grands-pères, ses grands-mères. Donc j'ai toujours eu quelque chose quand même d'aller vers les gens, m'intéresser aux gens. Et aimer les gens, s'intéresser aux gens, et puis peut-être leur apporter un peu de solutions, de réconfort dans leur vie. Au début, ça se faisait naturellement, et puis... Attention, cette vidéo pourrait bien changer votre vision sur l'au-delà. Si je vous disais qu'il existe un autre temps, un autre espace que celui que nous vivons. Eh bien oui, en effet,
Ce temps, cet espace différent, vous pouvez les retrouver à l'intérieur de vous, dans votre royaume intérieur, lors d'une expérience unique, immersion méditative médiumnique. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons nous retrouver pour quelques dates exceptionnelles, tous ensemble, dans une salle, une expérience au cours de laquelle eh bien, nous allons traverser les temps et les espaces pour changer de dimension et vous permettre de rencontrer une personne qui est passée dans l'autre monde, peut-être recevoir un message, recevoir une guidance des anges gardiens, et tout simplement une réponse à une problématique que vous vous posez. Cette immersion méditative médiumnique, elle est unique, c'est un concept qui va vous emmener dans un état modifié de conscience et qui va très certainement vous faire évoluer sur un champ de conscience différent. Alors n'hésitez pas à me retrouver pour ces quelques dates exceptionnelles et je me réjouis de participer avec vous à cette expérience transformative. À très vite! Donc 15 ans d'entreprise, alors c'est vrai que contrôleur de gestion, responsable RH, bon, c'est pas le truc le plus fun du monde, oui. Hein. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui vous a fait bifurquer? Alors en fait, c'est l'arrivée d'un troisième enfant qui fait que j'ai pris un congé parental. On s'est éloigné, donc je travaillais à la Défense et on s'est éloigné donc à Clamart, en région parisienne. Et quand il a été temps peut-être de reprendre le chemin du travail avec 3 enfants et un mari qui travaillait énormément et donc qui ne pouvait pas m'aider, je me suis dit que j'allais donc enchaîner sur un congé parental et finalement, je me suis dit c'est le temps de se poser. Je ne sais pas si j'ai envie de retrouver le chemin de l'entreprise. Beaucoup de questionnements parce que j'ai enfin eu du temps. En fait, malgré les enfants, etc., mais du temps pour me poser et puis pour voir que les relations justement humaines avec les voisins, avec ma famille, je pouvais beaucoup plus m'en occuper. J'ai pu accompagner une tante qui était comme une grand-mère pour moi. Voilà, j'ai pu faire les allers-retours parce que je suis bretonne, mais en Bretagne pour l'accompagner jusqu'au bout. Et je me suis dit, c'est ça la vraie vie, quoi. Et quelque part, j'avais cette nature et je me suis dit, mais il faut que j'en fasse quelque chose de plus grand parce que là, c'est pas assez. Effectivement, le 33-6, le 6 parle d'une mère de famille ou de quelqu'un qui apporte des solutions. Enfin, quand je dis mère de famille, c'est le lien, c'est la responsabilité, c'est amener de l'harmonie, que ce soit à plein de niveaux, cuisiner, faire une belle décoration ou apporter des solutions. Le 33 amène quelque chose de collectif, c'est-à-dire de plus grand. Et j'ai ma deuxième racine, qui se fait avec la guématrie des prénoms et du nom de famille, de jeune fille, et qui donne le 9 en numérologie. Et le 9, c'est le nombre le plus sensible. C'est le psychologue né. C'est celui qui capte les choses, vous voyez. Et donc mes deux racines, qui sont mes dons, mes talents, mes besoins, ils sont absolus. C'est des frères jumeaux, un petit peu. Ils sont vraiment tournés vers les autres, quoi. Sauf que comment la numérologie, concrètement, rentre? C'était déjà d'abord une discipline qui vous intriguait, qui vous intéressait? Non, pas du tout. Alors, je ne connaissais rien du tout. C'est vraiment après, une fois que j'ai découvert tout ça, je me dis, ah mais d'accord. Mais pas du tout. Ouais. C'est pour ça que j'ai été bluffée et passionnée et tous ces outils, je me dis, mais c'est pas grave, moi, tout arrive quand il faut. Quand il faut. Mais je me dis, si je les avais eus avant, ça aurait été pas mal, quoi. Vous auriez fait... Alors, c'est souvent la question que je pose. Et si c'était à refaire, est-ce que vous auriez fait la même chose? Oui. Dans votre chemin de vie, dans votre parcours de vie? Oui, moi, je trouve que tout... Ouais. Voilà. J'essaie vraiment de me dire, je suis juste contente d'avoir, à un moment donné, travaillé sur moi, tard, malgré ce qui m'est arrivé, à 48 ans, avoir découvert la mémoire cellulaire, la spiritualité, tout ce monde qui m'était totalement étranger, quoi. Moi, j'étais jamais allée voir un psychologue. Le conscient, l'inconscient, c'est quoi? Je sais ce que je fais. Et donc, les automatismes, les croyances, tout ça, c'était pas mon monde du tout. Alors, on va voir, parce que pour refléter la thématique et le titre qu'on a choisi, ces drames qui mènent à de belles transformations, on va voir évidemment votre parcours de vie et de quelle manière les choses se sont concrétisées pour que vous deveniez à la fois sophrologue, praticienne en mémoire cellulaire et puis cette numérologie stratégique, parce que le mot stratégique a une signification particulière et on salue Lydie Castel, que l'on connaît bien, qui vous a formé à cette pratique, parce que c'est sa pratique de numérologie. D'ailleurs, avant d'évoquer votre parcours de vie, parlons de la numérologie justement sous cet angle stratégique. Pourquoi stratégique? Alors stratégique parce qu'elle est vraiment orientée solution. C'est-à-dire qu'on nous donne des clés pour mieux nous comprendre, avec aussi
Donc il y a 7 clés qui sont sous forme de la symbolique de l'arbre. Donc si vous voulez, je rentre dans le détail un petit. Oui. Donc en fait, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de nos 2 racines. Donc les 2 racines, c'est nos dons, nos talents, nos besoins. Donc la première racine, elle se calcule avec toute notre date de naissance. En fait, c'est notre chemin de vie, ce qu'on appelle le chemin de vie. Et la deuxième, on va prendre tous nos prénoms et notre nom de jeune fille. Et ça, la guématrie, ça vient vraiment de la religion hébraïque, de la Bible hébraïque, où on additionne le A, c'est 1, le B, c'est 2, le C, c'est 3. Donc, on va additionner tout ça. Alors, Lydie, justement, a mis au point un outil. Donc, on a juste à rentrer pour éviter les erreurs. Et on va avoir un deuxième nombre. Donc, vous voyez, ces 2 nombres, ils nous identifient au niveau de la société, qui font qu'on est unique. Donc, vous êtes chemin de vie. Donc 33,6. 33,6. Et là, ma seconde racine, qui est la somme de mes prénoms et de mon nom, ça fait 9. 9. Okay. Voilà. Donc je vous ai dit, le 33,6 apporter des solutions, et le 9, le nombre le plus sensible. Et mon tronc, le tronc de l'arbre, ça va être le jour plus le mois. D'accord. Donc là, je suis le 1. Ok. Et en fait, ils sont vraiment, on parle de triangle fondamental, voire vital. L'idée, c'est de nourrir ces 3 clés. Et les racines, si on les nourrit, ce sont nos dons, nos talents, nos besoins. Ils vont impulser le tronc, voyez, qui est plus notre objectif de vie, la clé de notre âme, voyez, ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Et puis ensuite, on va avoir l'écorce, qui est notre jour, qui est l'image que l'on renvoie, mais qui est surtout la vibration au niveau de la temporalité qui nous accompagne à peu près de nos 30 à nos 60 ans. Donc très important le jour. Et puis ensuite, il y a les branches, notre façon d'agir, qu'est-ce qui nous donne envie d'agir. Donc là, ça se calcule avec tous les 1, toutes les lettres qui vont faire 1, parce que le 1, c'est l'action. Les feuilles, ça va être nos besoins affectifs. Et là, Lydie, on apprend toutes les voyelles. Et là, ça va donner un nombre. On additionne le nombre de voyelles. Et les fruits, ça va être... Alors les fruits, c'est plutôt vers 40-50 ans. C'est la manière dont on va se réaliser, accès profession. Et là, c'est les consonnes. Voyez. Donc forcément, le temps de faire des beaux fruits, c'est plutôt vers 40 ans, en général. Donc en fait, la symbolique de l'arbre est forte. Voilà, très parce forte. que, évidemment, on calcule tout ça. Alors, j'ai oublié juste, parce que c'est important, on a la dynamique de vie, qui est la somme des 3 clés fondamentales. Okay. D'accord ? Et cette dynamique de vie, elle est très importante, parce qu'elle a à la fois le baromètre, c'est-à-dire que si ce nombre, on le voit, le jouer en contrarié, en négatif, c'est qu'en général, on n'est pas au centre. Donc il a à la fois le baromètre, mais le levier, c'est-à-dire c'est comme la sève de l'arbre, c'est-à-dire que si on ne peut pas tout de suite se recentrer et pouvoir nourrir nos 3 clés, on va pouvoir s'appuyer sur ce levier, sur cet autre nombre. Alors, j'en ai 2 des clés, j'arrive pas à avoir la 3e, parce que la 3e, vous parliez des différents prénoms, c'est ça? Oui. Alors évidemment, les gens vont se poser la question, quid de je n'ai qu'un prénom? Ah ben voilà, donc on prend ce qui nous identifie, ce qui vibratoirement est avec nous depuis le début. Alors, et on a déjà vu, on a fait beaucoup d'émissions sur la numérologie. Alors, il y a plein de gens, évidemment, qui se posent des questions. Est-ce que c'est le nom de naissance ou c'est le nom de mariage Donc, en fait, c'est le nom de jeune fille. Le nom de jeune fille, voilà. toujours. Après, si on a été marié, par exemple, 30 ans, et donc ça commence vraiment à être... On porte le nom de famille depuis plus longtemps que le nom de jeune fille. On fait quand même tout l'arbre avec le nom de jeune fille, mais on peut regarder... justement parce qu'il change la deuxième racine. Vous voyez, on va regarder quelques aspects, mais on reste vraiment sur le nom de jeune fille. Et ce qu'il y a sur notre carte d'identité, si par exemple, je sais que j'ai pas mal de gens, des Marocains, des Algériens qui vont venir, qui vont rajouter un prénom, on n'écrase pas, donc on rajoute le prénom et on va prendre la guématrie avec ce prénom en plus. Parce que ça y est, c'est officiel. En tout cas, on a le sentiment que l'enseignement de Lydie Castel vous a permis aujourd'hui d'avoir d'abord, les réponses aux questions que vous vous posiez. C'est un bel éclairage sur ce que vous êtes aujourd'hui. Et ça vous a aussi permis de prendre un virage clairement. Oui. En fait, ça, je l'ai découvert après. Mais vous voyez, quand il y a des moments... Ça vous a conforté, sans doute. C'est ça. Parce que, vous voyez, mon triangle, si je regarde, le 33,6, donc je vous l'ai dit, il est parfaitement nourri. Je donne des solutions, je coach, j'écoute l'autre, je suis dans l'harmonie, vraiment. Le 9, je suis passionnée, je suis engagée. J'ai quelque chose, je comprends les gens, quoi. Il y a ce côté, puis je continue à me former, parce que j'adore ça, comprendre les gens. Et puis le monde, j'ai beaucoup voyagé. Et le tronc, il est 1. Je suis indépendante, je suis à mon compte. Je décide ce que je veux, et ça, je sais que c'est important pour moi. Le nombre qui est en haut, c'est le
C'est le jour plus le mois. Le jour plus le mois. Ouais, le tronc. 1. Voilà. Et donc moi, ça fait 1. Moi aussi. Vous aussi. Voilà. Voilà. Donc ce côté indépendant est important. Et 8. Et le 8, c'est mon jour. 8, moi aussi. Et vous aussi. Donc les combattants, une grande énergie. Donc il faut faire beaucoup de sport. Alors j'ai entendu aussi, alors ça, il faut faire beaucoup de sport si on ne me le rabâche pas 4 fois par jour. Ah mais le 8, il faut parce qu'il a une telle énergie. Et juste une chose importante, c'est que quand on a un nombre qui sort, par exemple le 8 ou le 1 qu'on évoquait, on lit parfois qu'il y a le bon côté du 8 et le mauvais côté du 8. Comment savoir ? Alors en fait, c'est pour ça que c'est super. Et d'ailleurs, Lydie, je me suis aussi formée à la numérologie stratégique pour les enfants. Parce qu'en fait, ça va justement, comme le design humain, de connaître le design humain de son enfant. Ça va permettre de comprendre, de mieux comprendre son fonctionnement et de ne pas le contrarier. Vous voyez, par exemple, j'ai des parents qui viennent voilà, pour le stress, pour les résultats, etc. de l'enfant. Et donc, ils vont... Et je vois, en faisant la numérologie, qu'il a du 3, par exemple. Le 3, il a besoin de s'amuser, il a besoin d'être joyeux. Alors après, l'idée, c'est on n'est pas un seul nombre. Hein, c'est de voir tous les nombres. Donc il y a des nombres qui peuvent être quelque part ambivalents, mais c'est pas forcément une faiblesse. Au contraire, ça peut être un équilibre. Le tout, c'est de le savoir. Mais si je vois que justement, il y a du 3 et que l'enfant est triste, les parents vont me dire, il est triste, là. On lui demande beaucoup, c'est vrai, là, parce que c'est la 6e quand même, ou c'est la seconde, les parents. Voilà. Et il n'a pas de 4, il a plutôt, on va dire, 2, 3 et un 6, je sais pas. Et il a plutôt besoin de jouer. Et là, l'idée, c'est que quand il devient triste et qu'il s'éparpille dans tous les sens, c'est qu'il n'a pas eu sa dose. Il n'a pas assez joué. Donc, je vais vraiment essayer de dire et de leur demander, de leur proposer vraiment de faire des temps de récréation, etc., avant d'attaquer les devoirs ou voilà, qu'il ait eu le temps d'avoir sa dose pour s'amuser. Et donc, comment savoir ? Il y a toujours une version positive et une version contrariée. Par exemple, le 6 qui, lui, adore l'harmonie et déteste, a besoin de travailler en phase avec ses valeurs et déteste les conflits. S'il est dans un milieu, justement, quelqu'un qui n'est pas bien dans son boulot, on lui demande de faire des choses, il n'est pas OK avec ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à être mal, il va commencer à tout critiquer, donc à être dur. Le 6 peut être très dur. Moi, je sais que j'avais une version 6 assez dure. J'étais assez sévère avec mes enfants, par exemple. Et vraiment à chercher des conflits. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas nourri. C'est pour ça que c'est tellement important. C'est nos dons, nos talents, nos besoins. Mais s'ils ne sont pas nourris, on va tomber dans la version contrariée. Donc le 8 dont vous parliez tout à l'heure, combattant, compétiteur, énergie. Alors le 8, il est assez intéressant parce que on dit qu'il y a le 8 du bas et le 8 du haut. C'est pas du tout péjoratif. Hein. Mais le 8, et c'est vraiment un nombre, on peut être complètement différent. Vous voyez, moi, par exemple, le 8 du bas, c'est l'aspect matériel. Il aime bien trouver sa place socialement, familialement, bien gagner sa vie. Il est assez matériel, contrairement au 7 qui est vraiment, lui, que spirituel. Le 8 du haut, on dit que c'est les guérisseurs de l'âme, en fait. C'est quelque part, le 8 du bas, il construit. C'est un architecte qui a une vue d'ensemble. Le 8 du haut, lui, il aide l'autre à se reconstruire. Vous voyez, et souvent, les enfants 8, on peut voir, alors soit ils vont être à fond compétition, voilà, vraiment que là-dedans. Parfois, on peut être les deux, bien sûr. Et d'autres, pas du tout. Mais par contre, les parents vont me dire, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il lit à travers nous, quoi. Vous voyez ? Donc, il y a plusieurs façons de jouer son 8. Mais quoi qu'il arrive, il a une grande énergie. Et donc, c'est ou faire du sport, même pas beaucoup. Donc moi, je cours énormément et je sais que ça me fait du bien. La méditation, la respiration, etc. Parce que c'est vraiment, après le 22, le nombre qui a la plus grande énergie. Je ne fais rien de tout ça, vous savez quoi. Donc, mais si vous contenez vos colères, ça va. C'est un peu le souci, c'est un volcan. C'est un peu, oui, on est d'accord. Hein. Ça peut être un volcan. Et le 1, le côté positif ou le côté un peu Alors, plus... le côté positif, tant qu'il est acteur de sa vie, ça va. Donc, il a besoin de décider, il agit, il décide. Et justement, pour un enfant, c'est important, quand on le sait, de lui laisser prendre des décisions. Vous voyez, parce qu'il a vraiment cette capacité de faire des choix et de décider, d'agir. Il est locomotive dans un projet, il adore ça. Être au démarrage d'un projet, puis dès qu'il va un petit peu s'ennuyer, en général, il va repartir sur autre chose. Par rapport à l'autorité, ça ne veut pas dire qu'on est forcément à son compte. Mais il faut vraiment que le 1 respecte l'autorité au-dessus. Voilà. Si ce qu'on me demande de faire, c'est pas du tout en phase avec ce que j'ai envie de faire, ou si je trouve que mon supérieur n'est pas à la hauteur, ça va être très compliqué. Donc là, le 1, il va devenir très nerveux, autoritaire, parce que si jamais il change pas, il ne bouge pas, et qu'il reste dans ce boulot avec ce patron au-dessus,
Ça veut dire que là, il commence à être spectateur de sa vie, donc il va être autoritaire avec les autres, puisque je ne décide pas pour moi, je vais décider pour les autres, voyez. Donc nervosité, autorité, et il peut même tomber dans la procrastination, voyez, et ne plus agir. Donc l'idée, c'est comme c'est là, comment est-ce que je relance mon 1 par des toutes petites actions? Parce que l'idée de la numérologie stratégique, c'est qu'effectivement, on va à chaque fois apporter une solution. Comment nourrir mon nombre? Vous voyez, j'ai des 9 qui me viennent et qui me disent qu'ils vont être très sensibles. Parce que le 9, c'est un nombre qu'on a vraiment du mal il peut être très très large en fait. Et donc les gens peuvent être totalement différents. Donc certains vont être éponges, très sensibles. Sa grande peur, le 9, c'est d'être submergé par ses émotions. Moi, je me suis rendu compte que, alors, je peux pleurer facilement sur mes émotions. Ça, c'est le design humain parce que j'ai le plexus solaire de défini, donc je connais mes émotions. Je suis très en empathie avec l'autre, mais je ne vais jamais, et ça naturellement, même avant de connaître tout ça, mais c'est vrai que je ne me sentais pas impactée. Par contre, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, mais j'ai jamais pleuré dans mon cabinet. Et après, j'arrive à switcher assez facilement, quoi. Bon, il y a des moments où on est touché, bien sûr. Mais dans la plupart du temps, je pleure parce que le 9 pleure. Mais ensuite, mon 1 dit « Ok, maintenant que tu as pleuré, pas trop longtemps, qu'est-ce qu'on fait ?» Vous voyez. Et mon 8, on y va. Donc, tout va dépendre aussi des nombres. Mais certains 9 vont être très, très sensibles. Et ils me disent « Moi, faire votre métier, mais comment c'est possible? Vous me dites que vous êtes 9. Moi, dès qu'on me dit quelque chose ou que je vois la misère, etc., je pleure. Et oui, parce que c'est un 9 qui n'est peut-être pas nourri. Voyez? Parce que quand le 9 est submergé par ses émotions, est-ce qu'il fait assez d'humain, justement? Est-ce qu'il est assez passionné? Est-ce qu'il est assez engagé? Donc ces gens, je vais leur dire, essayez peut-être. Alors si dans leur travail, ils ne peuvent pas changer tout de suite, parce qu'il faut toujours faire en numérologie, on regarde le contexte aussi. Ok, vous n'êtes pas au centre de votre triangle, le contexte est un peu compliqué, on ne va pas dire centrez-vous, démissionnez, faites ceci, pas du tout. Justement, on accompagne vraiment en fonction de l'année universelle, l'année personnelle, enfin voilà, tous ces petits outils, une fois qu'on a compris notre arbre, est-ce que c'est une année pour agir, est-ce que c'est une année pour au contraire faire un bilan, etc. Donc, je vous disais, par rapport aux 9, et je leur dis, peut-être commencer par faire un peu d'associatif, je ne sais pas, ou voyager, parce que le 9 aime bien voyager, mais sinon, la personne me dit, ah oui, c'est vrai, j'ai déjà fait, je m'occupais par exemple d'enfants quand ils devaient se faire opérer de pays étrangers, ils avaient besoin d'une famille d'accueil le temps. Mais c'est quand même difficile, etc. Et je dis, mais vous aimiez? Et il me dit, oui. Je dis, mais vous savez, c'est parce que vous allez le faire, parce que vous allez nourrir votre 9 et faire de l'humain, que vous ne serez plus submergé par les émotions. Parce qu'un 9, quand il est nourri, il est beaucoup moins impacté puisqu'il est nourri. Et donc les émotions qui ne lui appartiennent pas glissent, et tant mieux, parce que ça ne sert à rien d'être triste pour l'autre. C'est pas comme ça qu'on va l'aider. Voyez. Et je leur dis, mais c'est trop dommage qu'un 9 ne fasse pas d'humain, parce qu'on a ce côté engagé, passionné, et alors on peut tomber dans le sacrifice. Vous voyez, le 9, quand il n'est pas nourri, il peut se sentir sacrifié. Et moi, même si j'étais bien dans ma vie de femme avec mes enfants, etc., au bout d'un moment, j'ai ressenti ce sacrifice. Voyez, c'est-à-dire que ma sensibilité, ma passion, mon engagement, il n'était pas assez, quoi. Voyez, le 33-6, il était là, assez bien, mais il y en a. Et puis, comme j'ai été accompagnée par un coach qui m'a un peu éclairé tout ça, mais voyez, rétrospectivement, je me disais, ah oui, j'étais pas nourrie, quoi. Et le 1, j'étais un petit peu en dépendance quand même. Alors j'ai une pensée pour ceux qui nous regardent et qui sont très frustrés à l'idée de se dire, et le 2, et le 3, et le 4, et le 5. On va pas tous les faire, bien entendu. Je vous demande, vous prendrez contact avec Marianne si vous avez évidemment envie d'avoir une carte, un arbre très détaillé, et pour mieux se connaître, évidemment, et peut-être ne pas attendre trop longtemps. Parce que quand on a ces informations sur le tard, on peut se dire, comme vous avez pu vous le dire, si j'avais su ça avant. Mais vraiment. Et puis pour nos enfants. Et puis pour eux. Et on fait aussi pour le couple, vous voyez. Mais bien sûr. Parce que on se comprend grâce à la numérologie, mais j'ai plein de gens qui me disent, ils savent que je fais pour le couple, et au bout d'un moment, je vais venir avec mon mari. Et l'idée, c'est que on va expliquer tout ce qui est en commun, où là, vous comprenez. Vous voyez, vous avez du 3. Par exemple, les 2, on les branche en 3. Les branches, c'est qu'est-ce qui me donne envie d'agir? Regardez, vous êtes en 3. Est-ce que, donc ça, évidemment, on pose sous forme de question, ce qui vous donne, c'est, tiens, on va faire un voyage, ou tiens, on va sortir, ou tiens, on va faire un truc sympa, là. C'est vrai, on a ça en commun. C'est vrai qu'en général, ça nous booste. Tiens, là, on a décidé ce voyage, on était contents, tous les deux, on a fait quelque chose, etc. Et puis, si le 4, moi, je trouve que moi, j'en ai pas, par exemple. C'est le nombre parce que plus tu connais tes nombres, plus tu comprends l'autre.
Et donc le 4, c'est vraiment le carré. Il est cartésien, il est carré, c'est le maçon, c'est courageux, fiable. Son problème, lui, quand il est contrarié, qu'il manque de sécurité, eh bien, il va bloquer. Il peut vraiment avoir des peurs bloquantes. Et donc, je vois, forcément, les gens qui viennent me voir peuvent être bloqués par le stress, etc. Et c'est vrai que face à un 4, effectivement, moi qui n'ai pas de 4, je vais contourner, voilà, moi, j'ai peur de rien, enfin voilà, j'ai pas de blocage, etc. Et quand, dans un couple, il y a un qui a du 4 et l'autre non, franchement, elle bouge pas, elle, etc. Et là, ça va permettre vraiment d'éclairer, vous voyez, quand il n'y a pas de nombre. Comme vous faites les couples, la question qu'on peut se poser, vous est-il déjà arrivé de vous retrouver face à des couples qui ne devraient pas l'être? Alors, pas du tout. En fait, la numérologie ne va pas du tout dire si on est avec ou pas la bonne personne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire il y a incompatibilité là? Pas du tout. Non. C'est justement, je vais mieux me comprendre et je vais mieux comprendre l'autre parce que ça m'a déjà tellement éclairé. Ah, mais je comprends. Et là, l'idée, c'est qu'on va vraiment expliquer parce qu'on va prendre le temps. On passe de l'un à l'autre, vous voyez. On va prendre le temps d'expliquer. Alors souvent, celui qui n'a pas fait son thème, on va commencer par lui. Et puis après, on va dire, voilà, ça c'est vital pour vous. Vous êtes d'accord, ce besoin, parce que nos racines, c'est des besoins, comme je vous l'ai dit au début, c'est vital. Donc moi, par exemple, être en phase avec mes valeurs, que ce soit dans l'harmonie, que ce soit mon cabinet, que ce soit mon appartement, que ce soit mes relations, le conflit, vraiment, c'est quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'y va pas, mais voilà, on va essayer vraiment de régler les choses. C'est super important. Et pour un autre, qui va avoir du 8, qui va avoir du 4, lui, c'est pas grave, on peut se disputer. Ce qui compte, c'est là, je vais au boulot, puis là, je réussis. Enfin, vous voyez, ça va être moins important. Donc, un 8 qui gagne bien sa vie s'il n'a pas de 6, ouais, ok, ce que fait la boîte, c'est pas. Mais ça va pas être le vital pour lui. Vous voyez, s'il y a une mauvaise ambiance, que je gagne bien ma vie et que ça me fait, voilà, que je peux explorer ma compétitivité, etc., et que je prends ma place. Si j'ai pas de 6 et que l'ambiance n'est pas bonne, c'est pas mon problème. Ça va pas être vital. Donc ça, on va expliquer. En tout cas, au niveau du triangle, on va pas faire toute la numérologie, mais on va vraiment expliquer certaines choses. Et puis, dans la numérologie, il y a une table d'inclusion, une table à outils, comme une boîte à outils. Il y a des outils, donc l'outil rapport à l'autre, l'outil travail, l'outil relation. En tout cas, c'est un outil de compréhension. Voilà. C'est un vrai outil de compréhension dans le couple. Quand on n'arrive pas et on voit parfois des incompréhensions dans le couple, ou des choses qu'on n'arrive pas très bien à se dire, ou qu'on n'ose pas se dire. Et peut-être des comportements où on aurait envie d'avoir un jugement sur un comportement de l'autre. Là, le fait d'avoir cette analyse-là permet peut-être d'adoucir les choses et de bien faire comprendre à l'autre. Ouais, tout à fait, parce que en fait, là, vous voyez, il y a des pommiers, il y a des poiriers, il y a des cerisiers. Et même à l'intérieur, ce qui est bien, Lydie tient vraiment à dire, on n'est pas un seul nombre. On est beaucoup. Et donc, l'idée, c'est, j'ai du 5, j'ai du 4. Le 5, lui, il contourne. Lui, il n'a pas peur, il est audacieux. Et le 4, il dit, waouh, mais attends, tu vas un peu vite, là. Moi, j'ai besoin de sécurité, on ne va pas bouger comme ça. Et l'idée, c'est, je nourris les deux. Donc, le 5 va aider le 4 à ne pas bloquer. Et le 4, s'il est trop bloqué, le 5 va dire, moi, je suis malheureux, quoi. Et donc, mais quand on n'en a pas conscience, ça peut être compliqué. Quand il fait la numérologie aux gens, c'est juste incroyable. Parce que mais c'est tellement ma vie. Ou le 7. Le 7, quand il n'est pas nourri, c'est l'intellectuel, c'est le spirituel, c'est le chercheur, il a besoin de comprendre. Mais s'il n'est pas nourri intellectuellement ni spirituellement et qu'il n'apprend plus rien, qu'est-ce qu'il fait? Il va peser le pour et le contre. Et je sais quand parfois j'ai la date de naissance avant que les gens viennent, parce que j'ai une plateforme de réservation, ils peuvent mettre leur date, je vais regarder, parce que je vais pas forcément faire de la numérologie avec eux. Mais je ne vais pas les aborder de la même façon. Si j'ai quelqu'un qui a du 4 et du 7, je vais y aller doucement. Je vais, voyez, parce que je suis un petit peu speed, etc., un petit peu rapide. Là, je vais vraiment m'adapter. Le 6, je vais vraiment faire attention à la forme, très susceptible le 6. Donc vraiment, je vais prendre des pincettes, parce que je sais qu'il peut prendre des choses comme des critiques, vous voyez, par rapport à des comportements. Et puis après, je fais aussi de l'énéagramme, je fais du design humain. C'est tous ces outils qui font que, oui, on est des arbres différents, on fonctionne tous différemment. Et plutôt que juger, je vais être curieuse, en fait. Je vais être curieuse de l'autre, en fait. L'autre est une énigme. Et dans le couple, c'est juste, soit je décide d'être curieux de l'autre et de le considérer comme une énigme et d'avoir justement tous ces outils qui me permettent, ok, là je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou là, et là l'autre va pouvoir exprimer ses ressentis. Après, soit si, comme vous dites, plus on a des nombres en commun, plus ça peut être simple. C'est comme les profils énagrammes, mais on n'est pas forcément deux profils, mais il y a les sous-types survie, tête-à-tête et social. Un social avec un tête-à-tête, le social, il va vouloir sortir tout le temps. Le tête-à-tête, ça peut être compliqué. Voilà, donc mais c'est juste, est-ce que on tente le challenge ou pas, quoi. Et est-ce que donc,
pas du tout prédictif d'un bon ou mauvais couple, ou d'un avenir ou pas. Alors, il y a une notion, il y a un angle que vous avez abordé qui est fascinant, les enfants, l'éducation des enfants, et la manière de comprendre aussi les enfants, plutôt que de prendre les choses en frontal. Et on voit des parents dépassés par l'éducation de leurs enfants. Peut-être que s'ils avaient, alors je sais qu'en sophrologie, vous accompagnez beaucoup les ados et les enfants, mais sur la numérologie, et notamment avec cet angle stratégique, peut-être que si on commence à avoir des informations sur le caractère ou sur les centres d'intérêt de nos enfants ou la manière dont ils peuvent appréhender l'éducation qu'on essaie de leur inculquer, si on a ces informations-là, quel soulagement! Mais oui. Et ça peut éviter des écarts ou des dérapages. Oui. Oui, tout à fait. Le fait de savoir. Ouais. Et justement, là, par exemple, j'accompagne une maman, au début, j'ai vu elle, en tant que patiente, et on a fait la numérologie, on a fait le design, etc. Et puis, donc, très vite, après la numérologie, elle avait 2 garçons, donc elle me dit, ah oui, mais ça me passionne, voyons, 2 petits garçons de 11 et 9 ans, quelque chose comme ça. Et donc, c'est une femme avec du 3, avec du 8, avec du 1, enfin, c'est une femme assez énergique, qui travaille beaucoup, etc. Et elle avait un de ses enfants, elle me dit, oui... Donc on fait son thème, les deux, elle n'a pas de 9, pas de nombre 9, et les deux ont 2, voire 3 nombres 9 pour les deux. Donc des enfants assez sensibles. Et il y en a un, elle m'expliquait par exemple, donc avant qu'on sache tout ça, oui, il m'explique qu'il fait tout comme ses copains veulent. Moi je lui ai dit, c'est pas ça la vie, il faut poser tes limites. Voilà, donc le 8, prends ta place, c'est très important ta place. Et en fait, c'est là où c'est génial, parce que je lui dis, ben voyez, en faisant ça, lui, pour l'instant, sa priorité, c'est de faire du 9, et il avait aussi du 6, c'est d'être en lien, c'est de l'harmonie. Et lui, prendre sa place et dire ce qu'il a envie de faire, c'est pas son sujet du tout. Ça sera pas un leader. D'ailleurs, il n'y avait pas de 8, pardon. Ça sera pas un leader. Non, voilà, c'était pas... Et donc, non seulement il se sentait pas bien, parce que parfois, les copains voulaient pas jouer avec lui, ou des choses comme ça, mais en plus, le fait que sa maman lui dise, mais il faut te battre et prendre ta place, il était là, mince alors, mais c'est pas ma nature, bon, si maman le dit, je le fais, vous voyez. Et le fait d'éclairer ça avec la maman, elle m'a dit, waouh, je comprends mieux, quoi. Et donc elle a arrêté de faire ça, vous voyez, parce que ça permet de dire, parce qu'avec l'enfant, on va pas faire tout le thème, on va faire au moins le triangle, et les feuilles qui sont les besoins affectifs, voilà. Les voyelles, les fameuses voyelles. La dynamique de vie, quel est son levier? Vous voyez, ça c'est intéressant. Et pareil, le design humain, elle, c'est générateur-manifesteur, c'est l'énergie. Générateur-manifesteur, c'est l'action, c'est je suis un endurant, j'ai le sacral, et en plus, j'initie, quoi. Et son petit, donc un des deux, est projecteur. Donc le projecteur, en fait, il ne peut pas suivre le rythme des générateurs. Et donc elle, c'était des garçons, on va faire des activités, on va enchaîner les choses, etc. En plus, comme dans sa famille, il y avait eu un problème d'addiction, elle s'est dit, donc une peur de la maman qui dit, plus ils vont faire d'activités, plus ils vont être occupés, moins il y a de risques qu'ils n'aillent pas bien, vous voyez. Et là, le fait qu'on sache que c'est un projecteur, ça a mis plein d'éclairage, vous voyez. Donc elle a changé son fusil d'épaule sur la manière en disant, oui, parce qu'en plus, lui, il avait on a une autorité en design humain, donc lui, c'est le splénique, c'est l'instinct. Et une fois, elle m'avait dit, moi, je suis inscrit à une activité, il s'est mis à pleurer, il a dit non, non, non. Et une fois qu'on a fait le design humain, on a compris, oui, son instinct, là, ça dit, mais non, j'ai pas envie, quoi, je suis fatiguée. C'est trop, parce que le projecteur, il reçoit trop les énergies des autres, quoi. Enfin, trop, pas trop, mais beaucoup. Donc, ce qui fait que, le soir, un petit projecteur, il a juste besoin de se retrouver tout seul dans sa chambre, en fait, pour retrouver ses propres énergies. Vous voyez, moi, j'ai 3 enfants, j'ai ma dernière qui est projecteur. Alors, comme c'était la petite dernière, on avait... C'est Joséphine, c'est ça? Voilà, Joséphine, un peu la princesse, voilà, un petit peu gâtée. Et depuis qu'elle sait qu'elle est projecteur, elle me dit non, c'est parce que j'ai moins d'énergie. Je suis projecteur. D'ailleurs, elle a fait une prépa. Elle fait une prépa, c'est compliqué. Elle a envoyé toute une feuille pour que toute la classe en fait donne ses infos pour faire des statistiques qui retombaient pas mal. Elle a trouvé un réflecteur parce qu'ils sont très très rares. Mais vous voyez, elle est passionnée par ça aussi. Et ça permet et la maman par exemple, ils sont dans la même chambre. Eh bien, on a fait comme une petite séparation, un petit rideau, vous voyez, qu'elle a monté, parce que le projecteur, il a besoin vraiment d'avoir un temps calme avant de s'endormir et pour pouvoir vraiment retrouver ses propres énergies. Donc voilà, moi, effectivement, passionnée par la sophrologie enfant-ado, relation d'aide enfant-ado, j'ai vraiment à cœur, parce que moi, j'ai fait des erreurs. On fait tous des erreurs, nos parents ont fait des erreurs, et avec ces outils qui sont très faciles de compréhension,
et sans qu'on ait besoin de les emmener voir des psychologues, des choses comme ça. Enfin, ça permet vraiment, de mieux se comprendre, de mieux comprendre l'autre, et puis comment est-ce que... Même si, encore une fois... Sans les contrarier. Oui, et même si, encore une fois, l'approche avec les psychologues et les psys peut être aussi une manière... C'est complémentaire, hein, peut être une manière de... Quand ils sont petits, vous voyez, ça peut être plus compliqué. Bien sûr. C'est plus long. Alors, on parlera aussi des mémoires cellulaires, parce que c'est un angle que vous abordez, évidemment. Un mot sur Ernest et Célestine. Oui. Vous avez lu la BD pour les appeler comme ça? Alors non, c'est drôle. Parce qu'en fait, alors je ne sais pas pourquoi... ce sont les deux enfants aînés, hein, on est d'accord. Hein. Donc en fait, j'étais enceinte d'Ernest, et enfin je ne savais pas que c'était encore un garçon, je cherchais un prénom, et je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais aucune idée. Je regardais l'échographie, je me dis c'est Ernest. Et ma mère, qui connaissait beaucoup de nénesses à l'époque, des nénesses, elle me dit mais n'importe quoi, pourvu que ce soit une fille, mais l'appelle pas comme ça, enfin vraiment elle... Donc j'ai accouché, c'était un garçon, et pendant 2 jours avec la pression, je l'ai appelé Paul, et après je dis non, bah écoute, on n'y arrive pas, ce sera Ernest. Et en rigolant, elle me dit mais le deuxième, pendant que tu y es, ce sera Célestine. Et je connaissais pas du tout. Et donc elle m'a acheté la BD, ce qui fait que régulièrement, je dis quand est-ce qu'on met Célestine en route, en me disant de toute façon, j'avais tellement envie d'une fille que je pensais que j'aurais encore un garçon. Donc je me projetais pas dans les prénoms. Et quand ma fille est née, Célestine est née, j'ai dit ce sera Célestine. Mais je ne connaissais pas. Ernest, Célestine et Joséphine. Dans la préparation de l'émission, on a ce qu'on appelle la fameuse fiche de prod qui permet évidemment de retracer vos parcours de vie. Et il y a évidemment, mais même de par vos enfants, des étapes dans la vie de vos enfants qui ont été difficiles. Je pense notamment à Célestine, où vous parlez effectivement des boulimies, anorexie, etc., etc. Comment, au travers de votre expertise, numérologie, sophro ou les mémoires cellulaires, vous pouvez expliquer ce qu'a vécu votre fille? Célestine. Alors en fait, Célestine, vous voyez par exemple au niveau des nombres, elle a du 22, 4, du 4 et du 7 dans son triangle. Donc un grand besoin de sécurité, Célestine. Voyez, et pour l'instant, le 22, c'est le nombre le plus puissant qui a besoin de s'ouvrir aux autres, mais quand on est jeune, on doit faire du 4. Mais ensuite, ça va se déployer. Et là, on voit bien qu'elle reste bloquée au niveau des 4, et le 7 qui doute, le 7 qui se pose des questions, etc. Elle est profil énéagramme 2, donc vraiment besoin toujours d'aider l'autre, c'est toujours l'autre avant tout. Un grand manque de confiance qui fait que cette structure de personnalité dépendante, vous voyez, avec la relation d'aide, qui fait qu'effectivement, l'abandon, ce qu'elle a pu ressentir comme de l'abandon, puisqu'on a tous cette blessure, mais plus ou moins fortement. Et si je suis une structure de personnalité dépendante, je vais d'autant plus le vivre. Je suis énéagramme 2, j'ai l'impression que si je rends service, je vais être aimée. Et c'est vrai que, comme c'était la deuxième, et que Joséphine, elle a 6 ans de moins, c'est vrai que Célestine, je lui demandais beaucoup, en fait. Alors à l'époque, loin de tout ce monde, des nombres, et donc j'avais mon fils aîné qui travaillait pas bien à l'école, moi formaté alors que je détestais l'école. Je sais pas, alors maintenant j'essaie de dire aux parents, souvenez-vous, vous, mais on sait que c'est pas adapté, tellement pour nous, on n'est pas bien à l'école, et quand on devient grand, on devient comme nos parents, comme et on en rajoute une couche. Oui, on est conditionné. Hein, alors que, et donc, bien conditionné pour être dur avec mon fils. Enfin bon, il avait des difficultés. Oui, c'est un 9. C'est le rêveur, c'est le sensible. Il avait toujours les larmes aux yeux. Et donc, c'était compliqué pour lui. Et donc, pas du tout fait pour le système scolaire. Pas du tout. Et bon, à l'époque, donc, je passais du temps pour le faire travailler. Donc, je demandais beaucoup à Célestine de s'occuper de sa petite sœur, etc. Et elle, donc, sentiment d'insécurité, pas de protection. Qui s'est passé aussi au divorce, parce qu'elle avait 2 ans et demi, 3 ans quand j'ai divorcé de son papa. Donc, tout ça, ça a joué... forcément... en tout cas, ce parcours de vie et ces étapes de vie de Célestine, notamment, sont marquées dans ces différents supports et outils que vous utilisez. On les voit et on comprend pourquoi. Oui, tout à fait. Mais on voit qu'ils sont contrariés. Pour l'instant, elle est dans sa version contrariée de ces nombres. Et donc, ce qui est bien, c'est sa dynamique de vie, c'est le 6. C'est déjà être gentil avec elle. Donc, voyez, on va essayer de s'appuyer dessus. Et puis, je fais en sorte de la sécuriser. Donc, tant qu'elle n'est pas sûre d'elle, etc. Et c'est ça, quand je lui parle et quand tu lui dis, elle dit, mais oui, c'est tellement ça dont j'ai besoin. Alors, quand vous parliez d'Ernest, par exemple, qui avait des difficultés à l'école, vous dites, il est 9. Donc c'est le rêveur, hein, c'est celui qui a sans doute un peu la tête dans les nuages, et on imagine beaucoup d'enfants qui sont dans ce registre-là. Une fois que vous avez dressé le thème et l'arbre d'un enfant, suite à une commande et une demande d'un parent, comment faire dans ce système scolaire, sachant qu'effectivement, les nombres, votre analyse
confirme que ça n'est pas fait pour cet enfant. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a cette information? C'est ce que je dis aux parents. Donc l'idée, c'est de capituler devant le réel, hein, et de ne pas mettre son énergie. Donc ça m'a beaucoup aidé dans ma vie aussi, de découvrir tout ça. C'est qu'à un moment donné, faut arrêter de combattre, et on se rend pas compte parce qu'on nous apprend pas ça à l'école. Donc même si ça nous plaît pas, même si on n'a pas la main, on se bat contre la réalité et on perd de l'énergie. Donc l'idée, c'est, ok, l'école pour l'instant elle est comme ça en France, mais au moins pas en rajouter moi en tant que parent. Voyez, et vraiment surtout pour les petits garçons. Vous voyez, il y a les 9, on va plus comprendre qu'une petite fille pleure, voilà, ça va, qu'elle soit un peu dans la lune, vous voyez, alors qu'un garçon, c'est mieux, hein, c'est mieux qu'à une époque, mais voilà, le garçon il pleure pas, on pouvait encore dire, voilà, c'est ça. Donc, et donc ça va être au moins comprendre, ah ok, lui permettre d'exprimer sa sensibilité. Parce que c'est pas parce que je suis 9, en plus il va y avoir d'autres noms, vous voyez, c'est pas parce que dans mon arbre, même si c'est ma première racine, j'ai du 9, parce que je vous dis, le 9, ça peut être aussi les voyages, ça peut être la reconnaissance, un métier public. Tous les 9 sont pas des éponges, pas du tout. Mais il y a cette sensibilité qui fait qu'un artiste, il peut avoir du 9, parce qu'il a une sensibilité. Mais si elle est nourrie, enfin, moi, je me suis jamais sentie éponge, voyez. Mais cette sensibilité, ce côté rêveur, effectivement, où est-ce qu'il peut le nourrir? Voilà, c'est pas à l'école, mais est-ce qu'il y a notre activité, ou en tout cas à la maison, pleure, mon chéri, exprime ta sensibilité, qu'est-ce qui est dur pour toi, voyez, lui permettre d'exprimer tout ça. Et c'est pour ça que si j'ai un petit 9 qui vient, alors on parle jamais de numérologie à un enfant, hein. Il va pas comprendre. Mais voilà, moi, si j'ai les infos, je vais l'accompagner différemment. Voyez, et il va tellement se sentir compris. L'autre fois, je disais à un petit garçon, donc on en parlait, il me dit « Ah, c'est drôle, papa, c'est ce qu'il me dit. Il me dit toujours, je suis dans la lune. » Et ça, c'est, bah oui, toi, t'es comme ça. Et puis lui expliquer, il y a des différences, et de ne pas se comparer. Et de ne pas insister quand on est parent, en essayant d'imposer certaines choses qu'on peut comprendre, parce que c'est vrai qu'on a envie du meilleur pour son enfant, et donc quand les résultats scolaires ne sont pas là, ou quand il y a des difficultés sociales avec les relations entre enfants dans la cour de l'école, on a envie de réagir, évidemment. Oui, c'est ça. Alors, sauf s'il est en danger, mais par exemple, un 8, si on va trop à son secours, alors qu'il a cette capacité de prendre sa place, le 8, il est très fort pour ça. Mais si on fait à la place de l'enfant, il ne va pas en prendre conscience. Tout comme le 1, laissons-le se planter sur une décision qui n'est pas trop importante, parce qu'après, au moins, il dit « Ok, je me suis planté, mais tant pis, je vais changer. » Mais je sais que je peux décider, que j'ai cette autonomie. Ça, c'est passionnant. Les mémoires cellulaires. Alors, vous êtes praticienne en mémoire cellulaire. Alors, tout ça est quand même extrêmement complémentaire. C'est-à-dire qu'on sent bien que vous êtes un couteau suisse. Vous avez un panel d'actions qui est quand même fait avec des outils incroyables, avec cette numérologie stratégique. La sophro, évidemment, l'approche avec les ados, les enfants, et la pratique des mémoires cellulaires. D'où ça vient? De quelle manière vous découvrez cela et comment le mettez-vous en pratique? Alors, en fait, donc, comme je vous l'ai dit, j'avais jamais travaillé sur moi. Donc, et en fait, un événement est venu un petit peu tout me bouleverser. Pourtant, je parle un petit peu de ce qui m'est arrivé jeune, adolescente, voilà, pour expliquer. Avec l'accident, c'est ça? Voilà, ouais, c'est ça. Donc, en fait, j'ai grandi vraiment. Moi, je suis la 2e sur 4 enfants. Donc, 2 filles, 2 garçons, en 5 ans. et avec des parents, voilà, un papa vétérinaire, une maman à la maison, dans un grand jardin, des parents très amoureux, élevés voilà, dans l'Orne, donc très libres, voilà, des parents pas du tout stressés, donc une grande liberté, etc. Donc très chouette. Et j'étais plutôt, voilà, comme je vous le dis, une enfant heureuse, joyeuse, plutôt garçon manqué. Ma sœur très sérieuse, très studieuse, moi pas du tout, mes frères pire. Donc finalement, quand ils ont vu mes frères, ils ont été plus tranquilles. Mais voilà, en tout cas, plutôt comme ça. Et en revenant voilà, d'un baptême en Bretagne, parce que donc, je suis d'origine de Saint-Malo, on rentre de Bretagne pour rentrer chez nous, et là, mon père a dû s'endormir, enfin, on ne sait pas trop, j'avais 16 ans, et j'étais dans la voiture avec Philippe, qui est mon frère juste après moi. Les 2 autres étaient rentrés avec une autre voiture. J'étais vraiment, Philippe, on est comme les doigts de la main tous les 2, les 2 du milieu. On s'entendait on s'entend encore, mais on s'entendait très très bien enfant. Et je me dis, enfin après j'ai compris que peut-être il n'y avait pas de hasard pour qu'on vive ça tous les 2. Et donc d'un coup on dormait tous, il était 1h du matin, on s'est réveillés dans le choc de la voiture. Hein. Donc ce qui s'est passé, on ne sait pas trop, mais en gros peut-être que mon père et mon papa s'étaient endormis. Et donc on se réveille et là ma mère hurle, elle a tout le côté complètement écrasé, le visage qui a tapé. À l'époque les ceintures c'était en 84, c'était pas au top, nous on n'avait pas de ceinture.
Et mon père, en fait, est passé par le pare-brise. On ne sait pas trop si la ceinture était défectueuse ou pas, mais en tout cas... Et il perd la vie. Et donc, il perd la vie, ouais, dans ce... Et donc là, moi, c'est là où... donc, à l'époque, c'est après où ça va me revenir, mais on m'a testé en mémoire cellulaire un jumeau perdu. Hein, ça, je n'ai pas la preuve, j'en sais rien, mais quand on me l'a dit, j'ai senti l'émotion. Parce qu'en fait, il y a énormément de grossesses gémellaires, mais qui s'arrêtent très, très vite. Mais il y a eu des livres dessus, parce qu'on sait que même si ça s'arrête vite, il y a vraiment un sentiment d'abandon, d'avoir été abandonné par l'autre. Donc je pense que je l'ai, et qu'il s'est rejoué ici, parce que ma mère hurlait le prénom de mon père. Et pourtant, moi, c'était mon frère. Il n'y a plus personne à côté, là. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la portière s'était ouverte et il a été éjecté. Et je sais qu'après, quand j'ai fait un travail en mémoire cellulaire, qu'on a travaillé sur le jumeau perdu et que je ne sais pas pourquoi il y avait une musique, une méditation très forte et j'ai les images de l'accident qui me sont apparues. Et j'ai tout revu. Et pour moi, j'en sais rien, mais pour moi, j'ai rejoué, j'ai ressenti à nouveau ce que fœtus j'avais senti quand j'ai perdu... peut-être éventuellement ce jumeau. Vous voyez, il y a quelque chose avec ce petit frère qu'on devait vivre ensemble, je pense. Et voilà, et donc c'est là où je vois que j'ai quand même... ah oui, ce qui est important aussi, là, que j'ai compris après, c'est que le temps qu'une voiture arrive, à l'époque, ça a été très long, et moi j'étais à côté de mon père. Mon cerveau a mis en hypnose son visage, donc j'ai pas le souvenir, mais je sais qu'il est quelque part, parce que je l'ai vu et les pompiers ont dit de me surveiller, parce que j'avais vu ça. Et voilà, les pompiers nous ont embarqués. Et mon petit frère, qui adorait mon père, c'était avec ses fils, hein, il faisait énormément d'activités. Et c'était, vous avez intérêt à le sauver, sinon je vous casse la gueule, enfin, vous voyez. Et puis après, voilà, donc l'hôpital, et là, à l'époque, on ne disait pas les choses. Vous voyez, maintenant, quand il y a quelque chose comme ça, on va vite dépêcher un psychologue ou quand il y a des drames pour ne pas s'endormir, parce que c'est forcément un traumatisme. Mais si je m'endors avec ce trauma la première nuit, ça va d'autant plus s'imprimer dans l'inconscient. Mais à l'époque, on nous dit rien. On me met dans une chambre. Alors, j'ai quand même pas mal de fractures, le visage en sang, le pare-brise que j'ai reçu, etc. Mais bon, clavicule cassée, des choses comme ça, rien de grave. Mon frère, il a rien. Et donc, les gens passent et personne me dit, et moi je suis là, mon père, mon père. Et à un moment, un policier arrive, les larmes aux yeux, et pareil, il parle pas. Et je lui dis, on va le faire différemment. Si vous dites rien, ça veut dire qu'il est mort. Et là, il dit rien. Et là, je comprends. Et là, première chose, c'est comment maman va faire sans papa. Parce que les deux étaient vraiment comme ça. Et en plus, on me dit après, on va vous amener votre petit frère, il n'est pas au courant. Débrouillez-vous. Enfin, débrouille-toi. C'était à vous de lui annoncer? En fait, et là, mon frère est là. Il me dit, papa, il ne peut pas mourir. Papa, il ne peut pas mourir. Papa, c'était... Notre père, c'était l'autorité. Il pouvait être un petit peu sévère, mais pas trop. Il faisait un peu peur comme ça. Mais voilà, c'était l'autorité. Maman, c'était là. Enfin, vraiment dans le rôle de parent. Mais effectivement, on est parti tard. Il y avait une fête. On aurait pu se dire, papa, c'est peut-être pas très raisonnable. On est fatigué. Il y a eu un peu d'alcool, etc. Mais pour nous, il ne pouvait pas nous arriver quoi que ce soit avec notre père, quoi. C'était pas possible. Et moi, là, j'arrive pas à lui dire. Et après, il l'a su par un cousin. Parce qu'après, la famille est arrivée, bien sûr, vers 5-6 heures du matin. Et c'est là que j'ai appris que ma mère était entre la vie et la mort, quand ma sœur est arrivée. Moi, je l'avais entendu, pour moi, c'était OK. Mais en fait, non, elle est restée vraiment en réa entre la vie et la mort pendant une semaine, avec une hémorragie interne. Puis finalement, voilà, petit à petit, elle s'est reconstruite. Ça a mis 2 ans quand même avant. Et donc, pendant 2 ans, plus de parents. Du jour au lendemain. Et alors, le fait d'évoquer ce drame de 84, quelle résonance il a avec ce que vous faites, et notamment sur la pratique des mémoires cellulaires? Voilà, donc c'est là où... Donc moi, là, j'enfouis le scorpion, l'énagramme 4 qui se sent vivant. Donc, et c'est vrai que c'est moi qui plus était là, quoi. Enfin, mes frères, c'était des garçons, ils étaient plus jeunes. Ma sœur, elle est très, très présente, il n'y a aucun problème, mais elle a fait des études de médecine. Donc, elle s'est assez vite, c'était l'année du bac pour elle, assez vite vraiment mis dans ses études de médecine. Donc, présente, que ce soit pour les papiers, etc. Mais c'était peut-être plus moi quand même qui ensuite était auprès de ma mère. En gros, tous les week-ends, on a mis mes petits frères en pension, on rentrait le week-end. Et avec ma sœur, on se relayait toutes les 5 heures auprès de ma mère qui était à l'hôpital. Donc on se relayait comme ça. Et puis petit à petit, c'est peut-être un peu plus moi qui ai pris s'occuper des petits frères, l'école, le linge, enfin tout ça, les devoirs. Donc ça a commencé comme ça. Donc le côté, voilà, prendre en main et puis
c'est vrai que quand mes enfants ont eu 16 ans, je me suis dit, waouh, c'est des gamins. J'avais cet âge-là, vous voyez. Et comme quoi, mais quand ils me disaient, mais maman, s'il nous arrivait la même chose, comment on ferait? Je dis, mais moi, si tu m'avais dit la veille qu'il m'arriverait ça, je t'aurais dit, je vais pas tenir. Et en fait, on a une force quand même. Mais ce qui me reste du trauma quand même, parce que j'ai aucune peur de la mort. Et justement, par rapport à la mémoire cellulaire, vous voyez, c'est comment... J'ai été élevée catholique, etc., mais c'était pas du tout le sujet. Enfin, on est à peu près de la même génération, on parlait pas de réincarnation ou de choses comme ça, ou de spiritualité, ou de vie après la mort. Donc c'était pas du tout mon sujet. Et pourtant, j'avais un copain que j'avais rencontré à 14-15 ans, un Parisien qui était venu en Bretagne. Et puis on s'est beaucoup écrit, voilà, c'était mon confident, donc je lui écrivais 2-3 fois par semaine. Et puis quand j'ai divorcé, il y a 4-5 ans, il s'était toujours dit, j'ai envie de la retrouver. Donc régulièrement, il tapait mon nom. Et comme j'ai repris mon autre jeune fille, cousin, il m'a retrouvé il y a 4-5 ans. Et il est revenu avec tout le paquet de lettres. C'est beau. Il avait tout gardé. Et là, j'ai fouillé, etc. Bon, mes filles, je n'ai pas pu leur cacher qu'effectivement, je n'étais pas une grosse bosseuse, puisque même en pension, je lui écrivais plutôt que travailler. Et dans une des lettres où je lui racontais l'accident, je lui dis, donc je lui raconte tout, le baptême, le fait que je danse avec mon père. Il était milieu agricole, on n'était pas du genre à se dire je t'aime ni à se faire des bisous. Hein. Mais là, je danse avec lui. Et à un moment, quelqu'un lui dit wow, vous êtes beaux tous les deux. Et puis il me dit oui, mais je ne sais pas pourquoi. Il a un petit peu, je ne sais pas pourquoi elle m'aime pas comme, enfin, un truc comme ça. Ou je sais plus trop, mais quelque chose qui a fait que je lui ai dit mais si je t'aime, papa. Jamais j'avais dit ça. Et je l'ai embrassé. Et 2 heures après, il est parti. C'est incroyable, quoi. Et je lui dis à la fin, je suis sûre qu'il y a quelque chose après la vie, parce que un type comme mon père, il peut pas disparaître, il doit laisser une trace. Il doit y avoir quelque chose dans l'au-delà, vous voyez. Mais j'ai lu ça, j'ai dit, mais d'où ça sort? Et vous voyez, quelque part, j'ai eu l'impression que tous mes événements de vie m'ont amené à la mémoire cellulaire. Et là, il y a notamment un séminaire sur le deuil, enfin, on fait tout le parcours d'abord pour moi, et ensuite, je me suis formée, mais au début, c'est pour soi, donc on fait des séminaires sur le renaître, etc., et tout à coup, on a parlé de la vie après la mort, on a parlé de la vie à la mort, enfin de monde tibétain, etc. Tout d'un coup, et ça a mis des mots sur ce que je ressentais en fait profondément. Vous voyez, par exemple, les cimetières, moi, je me sens bien loin des cimetières. À chaque fois qu'il y avait un enterrement, que je connaissais, même si c'était loin en Bretagne, pour moi, c'était important d'y aller et d'écrire quelque chose et de dire quelque chose à la messe, voyez. Et quand tout à coup, j'ai vu, par exemple, les documentaires de Valérie Seguin, avec qui j'ai fait des groupes de parole avec elle, j'accompagne les gens en soins palliatifs. Et si la mort n'était qu'un passage. Voilà, elle en a fait plusieurs, si la mort n'existait pas, et si la mort n'était qu'un passage. Et là, je me suis dit, mon Dieu... par exemple, quelqu'un qui meurt dans un accident de voiture et qui ne sait pas forcément s'il est mort. Et du coup, je l'ai rejoint en mémoire cellulaire. J'ai dit à mon père, papa, tu es mort. Et j'ai dit à mon petit frère, papa est mort. Vous voyez, j'ai refait tout pour apaiser ces mémoires, en fait. Et c'était comme une évidence, ces mots, en fait. Je dis, ça vient mettre des mots sur, mais je le savais, en fait. Vous voyez. Mais tant que j'avais pas les mots, ça pouvait pas être une ressource. C'est ça, en fait. Et tous ces outils, ça permet de dire, mais ça met en mots, en fait, comment je fonctionne, ça met en mots... et ça, moi, tout ce que je vis, vous voyez, ma fille Célestine, elle me dit, tu vois, maman, cette expérience-là, sans moi, tu l'aurais pas vécue. Parce qu'elles m'ont fait des belles, quand même. Ouais. Et j'arrive à avoir confiance en elle. Et la numérologie me dit, le jour où tu feras du 22, Célestine, le jour où tu arrêteras d'être centrée sur toi, et que tu pourras enfin comprendre que tu as des belles choses à faire pour les autres. Et régulièrement, je refais des petits... Tu vois, ça c'est ton... Petite piqûre de rappel. Ouais, c'est ça. Et, quel âge elle a? Et ça aide. 27 ans bientôt. 27 ans. Ouais, bientôt. Ouais. 27 c'est encore compliqué. Juste un mot par rapport à votre père. Ce sont des sujets que vous n'abordiez jamais, j'imagine, avec votre père. Non. Jamais, hein, sur cette spiritualité, sur la vie après la mort, sur des sujets comme ça. Et vous dites, je suis certaine que mon père, avec tout le charisme qu'il avait, ne peut pas ne rien laisser après. Vous avez eu des signes? Non, justement. Justement, alors, une fois que j'ai compris tout ça, alors surtout avec ma mère, parce que, en fait, ma mère a survécu à cet accident de voiture. Mais c'est pour ça que c'est important pour Ernest, en fait. Et donc, 10 ans après l'accident de voiture, cancer du poumon. Donc, franchement, elle s'en était ressortie avec des béquilles, tout ça, mais une force de vie et une joie. Ma mère, c'était juste incroyable. Donc, on vend la maison, elle retourne à Saint-Malo. Elle connaissait, il y avait son frère, etc. Elle se refait des amis, elle retrouve des amis. Et
Et là, on nous annonce cancer du poumon, 18 mois de survie. Elle a 55 ans. Et donc, ok, je vais me battre. Donc franchement, déjà, c'était plus ses dents, parce que dans l'accident, c'était... Et donc, des moments, elle était vraiment courageuse. Elle enlevait sa perruque, elle enlevait ses dents. Elle disait, c'est dur quand même. Et mon frère qui disait, t'inquiète, maman, une fois que tu as tout ton matos, t'es encore belle. Mais vraiment... Et là, donc, moi, j'apprends que ma mère... Alors, ma mère, c'était ma meilleure copine, quoi. Et le fait que je m'en sois occupée beaucoup comme ça... Ça a été dur au début parce que c'était une maman qui souffrait beaucoup, donc c'était plus une maman. Et donc j'avais même pas le droit de pleurer. Vous voyez, j'ai fait un travail il y a pas longtemps, j'ai une grande colère en moi qui est ressortie il y a pas très longtemps par rapport à pas mal de choses. Notamment, c'était ce fait de manquer de soutien. Voilà, par moments, on peut se manquer de soutenir. Et ça m'a ramené l'ado de 16 ans, vous voyez, qui non seulement doit gérer tout ça, ne peut pas pleurer son père et doit aider sa maman. En fait, je devais être solide, quoi. Vous voyez. Mais dans une de ces lettres, quand même, à un moment, je dis là, j'ai pu pleurer à l'hôpital. Et maman m'a dit, ça va aller, ma choupette, elle m'appelait. Et là, j'ai dit, ça m'a fait du bien, j'ai pu pleurer devant maman, elle m'a consolée. Vous voyez, donc c'est là où j'ai lu, je me dis à quel point je devais pas flancher, je devais même pas le deuil, rien, quoi. Et donc là, je me dis, maman, non, pas la deuxième, c'est pas possible. Et l'instinct de survie à l'époque, ça a été, alors ça faisait un petit bout de temps, à 17 ans, j'avais rencontré mon petit copain peu de temps après l'accident, donc sa famille était devenue ma famille, ça c'était un vrai support. Ses parents super, une grande famille, ça ressemblait à la mienne, donc c'était chouette. Et donc ça faisait un petit bout de temps qu'on était ensemble quand même, mais je pensais pas du tout à avoir un enfant, mais je dis écoute, on fait un bébé, je vois pas comment survivre autrement, quoi. Et donc là, ça a été le compte à rebours pour tomber enceinte avant que maman parte. Enfin, bon, bref, il est arrivé quand même au bout de 6 mois. Et donc, j'ai arrêté de travailler, j'avais ce bébé, j'ai vraiment accompagné ma mère. Ma sœur qui était en médecine, c'était plus compliqué, elle avait le côté plus médical. Moi, j'étais vraiment dans la joie avec ce bébé, etc. Et ça a été chouette jusqu'au bout, quoi, avec ce bébé dans le ventre, quoi. Et il est né à Noël, voilà, et elle est morte le 8 mars. C'est ça. C'est marrant, quand 96. Oui, c'est ça. 96, elle est morte juste après, comme si elle s'était mis un peu ce délai. Ouais. Donc, elle l'a su. Donc elle l'a vu, elle l'a su. Et ça a été chouette, quoi. J'ai une belle photo de tous les deux ensemble. Mais voilà, après j'ai mieux compris, justement en mémoire cellulaire, on a ce qu'on appelle un projet sens, qui va regrouper les informations de le désir de mes parents, pourquoi quelque part je suis conçue, toute la grossesse, donc les intentions, les émotions, enfin beaucoup de choses qui passent, qui vont aller vers l'enfant. La naissance reste vraiment une mémoire dans notre corps. Et puis les premiers mois de vie, etc., les premières nuits, jusqu'à nos 2 ans. En gros, 0-2 ans, on dit que ce sont des fondations. Vous voyez, on n'en a pas le souvenir, mais c'est comme une maison, on ne les voit pas, mais qu'est-ce qu'elles sont importantes. Et là, maintenant, avec Boris Cyrulnik, le parcours 1000 jours, l'OMS, ça y est. On est au courant. Donc en sophrologie, je suis vraiment à cœur d'aider les mamans enceintes, sans les culpabiliser, mais je dis, je vous promets que vous allez y arriver. Je vous demanderai juste de respirer en cohérence cardiaque, pas plus. Donc ce sera juste une question de volonté. Donc je vous dis juste que vous avez cette responsabilité. Pas de culpabilité, mais prenez la responsabilité de vous faire du bien, ça fera du bien à votre bébé. Donc si c'est pas pour vous jusqu'à présent, vous allez le faire pour votre bébé. Vous voyez, donc il n'y a pas une question de culpabiliser. Et encore une fois, c'est pas la maman qui est coupable, c'est les événements de vie qui lui parviennent et qu'elle a du mal à gérer. Mais le bébé ayant une neuroplasticité énorme, en fait, si on prend la maman en main assez vite pour l'apaiser, la calmer ou essayer de la régler des problèmes qu'elle a dans la vie courante, enfin, c'est pour ça que le parcours 1000 jours prend la femme enceinte maintenant en charge, si elle a besoin, ça va permettre que le bébé n'arrive pas au monde avec déjà beaucoup de choses, quoi. Mais pour Ernest, malgré quand même la joie, parce que vous voyez, c'est pas pareil de vivre un deuil comme moi je l'ai vécu, c'est-à-dire, alors j'avais pas le côté spirituel de conscient, mais inconsciemment il était là. Et j'étais tellement heureuse avec ce bébé. Alors moi, l'écriture, très important. Donc c'est vrai que, alors lui, pour ça, s'il fait un travail sur lui, il a tout son journal, parce que j'écrivais pratiquement 1 jour sur 2. Génial. Toute la grossesse. Et vous lui avez donné, il l'a ? Pardon ? Il l'a ? Alors, il faudrait que je l'ai encore à moi, mais il faudrait que je le scanne parce qu'il y a les pages qui s'en vont. Mais régulièrement, voilà, il a tout ça, chaque mois. Alors c'est pas évident, en même temps, t'as envie d'avancer dans le temps pour voir ton bébé, et puis en même temps, chaque mois qui passe, c'est ta mère que tu vas perdre, quoi. C'est sûr. Il y a eu un très beau livre de Justine Lévy, je crois, qui vivait et qui a vécu la même chose. Et voilà, mais en même temps, vous voyez, j'avais ce sourire, je crois, jusqu'au bout. J'ai cette foi en la vie, et ça a été très dur à l'annonce, et après, ça a été maintenant.
allez, on profite à fond, quoi. Et voilà, donc mais forcément, Ernest, c'est le sauveur. Donc comme c'est en plus le fils aîné, alors parfois il nous fatigue un petit peu parce qu'il veut trop nous dire ce qu'on doit faire, mais vous voyez, et ça, il faut le travailler. C'est-à-dire que c'est pas son projet sens. Ouais. De me sauver ou d'être très responsable des autres, etc. Vous voyez, mais quand vous dites c'est le sauveur, c'est que vous le voyez comme le sauveur ou en fait, je l'ai conçu en me disant il va me sauver. Oui, oui, c'est ça. Mais du coup, vous lui engrammez ça quelque part. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ce qu'il a capté, lui, fœtus. Je suis conçu pour sauver maman. Vous voyez, c'est pour ça qu'une difficulté, alors après les séparations avec lui, c'était super difficile. Et je pense difficile parce que maman reprend le travail, reprend un autre travail, maman a un autre bébé, maman, et sans moi, en fait, alors je l'ai gardé les 6, 7, 8 premiers mois, je crois, et j'ai dû le temps de digérer tout ça et de retrouver un travail. Mais voilà, pour lui, c'était... Bon, vous l'avez libéré, là. Hein? Vous l'avez voilà, c'est bon maintenant. Mais on sent que c'est encore là. Hein. C'est vrai, c'est fou. Il est très, mais il est très adorable. Mais l'idée, c'est pas rester bloqué dans son projet sens. Ernest, Célestine et Joséphine restent très ouverts à ce que vous faites. Oui. Alors Ernest moins. Mais le jour où j'ai parlé de la numérologie, parce que alors pas du tout, l'énéagramme, je lui dis non, il me dit là c'est pas avec la naissance, je dis non, là c'est toi qui choisis. Donc lui le 3, le 3 qui rentre avec des mauvaises notes, du coup la maman qui est pas contente, donc l'échec égale maman, peut-être la perte du lien, donc il est 3, à cause de moi, c'est comme ça, mais donc il a une bonne résilience et une bonne capacité, mais voilà, donc très sceptique, alors pas du tout, Capricorne. 5 ou 6 planètes en Capricorne, je crois, je ne sais plus trop, mais le vrai Capricorne. Okay. Et donc, pas du tout au départ. Et quand je lui ai dit, écoute Ernest, s'il te plaît, laisse-moi juste en parler un petit peu. Et là, quand j'ai parlé du 9, parce qu'il a sa deuxième racine en 9 et son jour en 9. Donc, il y en a, et dans les vibrations, la temporalité, il y a 9, 9, 9. C'est simple, c'est tout le temps 9. Ah ouais. Donc ça peut être l'international, etc. Et je lui ai dit, tu te souviens, Ernest, parce qu'il a été harcelé petit. Bah oui, il pleurait, c'était tellement rigolo de faire pleurer Ernest, parce que donc vers le CM2, tout ça, ça n'a pas duré trop longtemps, mais ça a été dur. Je lui ai dit, tu te souviens, tu pleurais tout le temps. Et comme mon deuxième mari, Philippe, était quelqu'un d'élevé à la dure, c'était le seul garçon, Ernest. Philippe avait 2 filles, deux filles. Moi, j'avais Ernest et Célestine, et on a eu Joséphine ensemble, en fait. Donc, compliqué quand même d'être le seul garçon avec toutes ces filles. Et pour autant, c'était plus sensible. Voyez, et donc Philippe, Ernest, un garçon, ça pleure pas, le pauvre, ça tombait sur lui. Et là, par contre, il a eu les larmes aux yeux, mais vous voyez, mémoire cellulaire, le corps, en fait, les larmes, c'est pas mental, c'est son corps parle pour lui, quoi. Je dis, toi, Ernest, voilà, juste regarde ton arbre. Juste, vous voyez, l'importance de la symbolique de l'arbre, c'est je regarde, je vois. Vous voyez, sans même que je t'explique quelque chose, c'est pour ça que je montre toujours aux personnes. Bon, il a compris, là. Juste l'arbre. Là, il a compris. Et là, maintenant, il me demande, c'est quoi mon année? Parce qu'en plus, les années marchaient tellement bien. Je dis, regarde, quand tu as trouvé ton boulot, tu étais en 1. Regarde, quand tu as eu cette histoire avec ta copine, tu étais en 2. Là, ouais. Là c'est quoi? Là, tu es en 3, vas-y. Les liens, les relations, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Alors lui, écoutez, finalement, il a eu son bac et après, ça lui a plus plu. Donc, il est allé, école de commerce, c'était moyen son truc, mais après, plus dans tout ce qui va être digital, etc. Okay. Mais avec, il a fait, l'école, je ne sais plus comment ça les Gobelins, voilà. Avec, il a rajouté tout ce qui va être design, toute sa sensibilité artistique. Et voilà, là, il est chef de projet. C'est ce que j'allais dire, c'est un artiste. Je ne sais pas si c'est pour toute sa vie, mais c'est un artiste. Ça va. Et un petit mot sur Célestine et Joséphine. Ouais. Qu'est-ce qu'elles font? Donc alors Célestine, entre ses addictions, c'est un petit peu compliqué, mais là, elle a fait au début STAPS, sport, mais toujours anorexie, vous voyez, c'était pas forcément son truc, même si elle était sportive. Finalement, après, elle a fait un peu de psychologie, voilà, c'est générateur-manifesteur, hein. Donc je fais, mais dès qu'il y a quelque chose qui m'appelle, j'y vais, quoi. Ouais, donc après, elle est revenue à STAPS, qu'elle a terminé, puis finalement, elle s'est dit, bon là, ça a été un peu compliqué après le confinement. Problème pour les jeunes, le confinement a été assez terrible, donc elle est plus tombée dans les addictions. Elle a rajouté l'alcool pour un petit peu mettre l'autre de côté, donc ça a été compliqué. Et après, elle a fait une formation éducateur comportementaliste canin, parce qu'elle adore les chiens. Là, ça y est, elle a son chien, donc elle est heureuse. Et puis là, comme c'est justement le 4, il ne peut pas être à son compte, le 4. Enfin, pas trop jeune en tout cas. Donc finalement, elle fait une formation d'auxiliaire vétérinaire. Voilà, on y arrive. Ok. Il lui faut de la structure. Voilà, c'est ça. Alors Joséphine, qui n'était pas scolaire du tout, qui a 3-3 dans son triangle, 3-3, et qui, elle, me dit, pourtant on sentait bien que c'était pas la grande scolaire, mais vraiment une littéraire. Et comme elle avait quand même fait un lycée, on l'avait mis dans le privé parce qu'elle faisait rien, un lycée assez Parcoursup lui donne, attention, prépa littéraire,
à Nantes, une plutôt bonne, quoi. Donc elle me dit, un peu par fierté, puis son père, évidemment, parce qu'elle avait pensé à faire psychologue avec sa dynamique de vie en 6, mais son père, psychologue, ça gagne pas très bien, etc. Bref, donc elle décide de faire prépa. Je dis, Jo, prépa avec tes 3. Là, tu vas plus t'amuser, tu vas plus faire la fête, ça va être compliqué, là. Alors, et là, elle termine. Bon. Ça lui a beaucoup plu, ça a été, mais ouais, elle me dit vivement que je retrouve une vie normale. Mais j'étais en train de me dire, les repas de famille, dans la famille cousin, ça doit être quand même quelque chose, parce qu'à chaque fois, il doit y avoir une référence à un nombre, à chaque fois, quand il y a une discussion sur un thème de vie qui correspond à un des enfants ou à un membre de la famille, c'est ah non, mais attends, il est 4. Ah non, mais là, toi, tu rigoles ou quoi? Parce que l'année prochaine, il passe en 5. Ah non, mais je suis sûr qu'il doit y avoir des discussions de ce genre. Ils ne sont pas encore, c'est plutôt moi qui impulse. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Mais je vois Joséphine qui va être plus axée là-dessus. Voilà, elle m'envoie les trucs de ses copines. Maman, tu peux faire vite fait, maman, tu peux faire. Oui, évidemment. Etc. Donc, alors, il faut toujours attendre qu'ils aient au moins une vingtaine d'années, quand même, voire un peu plus pour les enfants. Pour l'arbre. Mais sinon, avant, voilà, comme on l'y dit, vraiment anime des ateliers avec le parent, quand le parent est d'accord, avec l'enfant, justement, avant le bac ou après, s'il y a eu un petit peu une erreur. Et ça, en tout cas, c'est des outils formidables qui peuvent aider, vraiment incontestablement. Qui sont simples et qui sont ludiques, qui sont sympas. Oui, absolument. Très éclairants. La sophro, les mémoires cellulaires, la numérologie stratégique avec Marianne Cousin. Vraiment, merci infiniment. J'ai passé un délicieux moment. Je suis toujours touché par les parcours de vie comme ça. Et puis alors, je vous confirme que, alors je ne sais pas si c'est vraiment inné à votre personnalité, mais vous souriez tout le temps. Oui, alors les rides. Non, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais vous souriez tout le temps. Oui. Et c'est fabuleux, ça. Oui. En fait, j'ai quelques avis Google, enfin j'en ai même pas mal, parce que j'arrive pas à me vendre. Le générateur, il répond. Donc je réponds, donc je fais mon travail, en tout cas avec tout mon cœur, et en partageant mes expériences. Et donc je suis un thérapeute qui se développe plutôt par le bouche à oreille, et grâce à Google, un bouche à oreille plus... Et c'est vrai qu'il y avait un monsieur une fois qui m'a dit « Le sourire de Marianne est une thérapie à lui tout seul. » C'est vrai que vous souriez tout le temps. Merci infiniment. On va mettre autour de la vidéo, bien sûr, tous les liens pour entrer en contact avec Marianne Cousin. Je sais que ça ne va pas vous laisser insensible tout cela. Je sais que ça va être commenté parce que vous allez vous retrouver sans doute au travers des propos d'abord de Marianne et puis en même temps de son expertise, parce que je trouve que quand on arrive à avoir un degré de maîtrise comme celui que vous avez et qu'on peut avoir un décryptage de nos vies, peut-être qu'on peut éviter de perdre du temps. Et puis ça apaise surtout. Et puis ça apaise aussi en même temps. Parce qu'on n'est pas coupable en fait. C'est juste qu'il y a des choses, on a été contrariés et l'idée c'est maintenant, avec ça, on peut prendre notre responsabilité de changer. Merci infiniment Marianne. Merci beaucoup. Vous commentez avec bienveillance, je le disais, vous partagez évidemment et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.